Hello tout le monde, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Après 4 mois d'absence sur YouTube, je sais, je suis désolée. Du coup je reprends, ça y est, enfin mes vidéos et je voudrais vous parler des runes, sans trop de surprise, mais plus précisément de 9 erreurs que je trouve très couramment sur les réseaux sociaux. Et je sais pas pourquoi c'est tout le temps les mêmes erreurs qui reviennent. Du coup voilà, je voulais en parler avec vous. Ensuite après, vers la fin de la vidéo, je voudrais aussi vous donner 2-3 conseils parce que c'est ce qu'on me demande beaucoup. Pour repérer un petit peu les runistes et les runologues sérieux qui font payer leurs prestations. Il n'y a pas de mal à ça, mais il y en a beaucoup qui, sans le vouloir, voilà, se font un peu arnaquer. Du coup, je voudrais vous parler un peu voilà, de ça, et c'est un petit peu en lien aussi avec ces 9 erreurs que l'on peut trouver sur les runes. Alors la première erreur, qui est je pense la plus courante, c'est que les runes, non, ne sont pas des pierres. Je sais pas pourquoi les runes sont associées aux pierres. Enfin, il existe les runestones, qui sont le plus couramment des monuments gravés pour des personnes décédées. C'est vraiment une autre catégorie pour moi, ces inscriptions runiques. Ça n'a rien à voir avec les runes divinatoires. Les runes divinatoires, parce que si vous ne l'avez pas encore compris, c'est de ça que je vais parler dans ma vidéo. C'est vraiment les runes divinatoires. C'est pas des pierres. Enfin, plein de fois, quand quelqu'un ne connaît pas très bien les runes, me dit ah oui, les runes ce sont ces pierres, au point de croire vraiment que c'est une espèce particulière de pierre, en fait, qu'on ne peut pas dissocier la pierre ou le galet et la rune. En fait, les runes, ce sont des symboles. Hein. Et à l'époque, ça pouvait être gravé sur des pierres, mais c'était surtout gravé soit sur du bois, soit sur des plaques de métal, du cuivre, de l'os de baleine, plus précisément. Et du coup, voilà, il faut vraiment arrêter de faire cette association de runes et de pierres. Deuxième erreur, c'est que les runes ne sont pas vikings. Et ce mot viking, il revient tout le temps, hein, pas que pour les runes en plus. Elles sont pas typiquement vikings. Évidemment, oui, les vikings, pardon, utilisaient les runes, mais déjà, le futhark à 24 runes, tel qu'on l'utilise le plus couramment, est à la base un futhark germanique. Ensuite, ensuite il y a eu les divisions, les pays scandinaves font partie, on fait partie forcément de ces peuples germaniques, c'est pas la question, mais en fait il faut arrêter de mettre le mot viking de partout. Les vikings en plus ils utilisaient plutôt un système à 16 runes, qui était un système simplifié, parce qu'il faut savoir que les runes à 24, le futhark à 24 runes a été utilisé jusqu'au 8e siècle, donc juste avant en fait l'époque des vikings. Et ensuite, il y a eu le futhark récent à 16 runes, et qui a démarré au 8e siècle. Et, donc en fait, les vikings, tactiquement, ils n'utilisaient pas trop le futhark à 24 runes. Je grossis un peu la chose, c'est vraiment pour corriger ces erreurs fréquentes. Et pourquoi il ne faut pas utiliser le mot viking, entre parenthèses aussi, c'est parce que viking n'était pas un peuple. Hein. Je le rappelle que les vikings, le viking c'était un métier au même titre que boulanger par exemple. Donc voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas associer les runes aux vikings. Et du coup, le point qui suit est logique, c'est que les runes ne sont pas celtes. En fait, il y en a beaucoup qui font cet amalgame runes, vikings, celtes. Oui, il y a des points communs, oui, forcément, mais non, en fait, les runes ne sont pas l'écriture des Celtes. Voilà, je ne vais pas non plus m'éterniser là-dessus, c'est comme ça. Quatrième point, j'en ai parlé un petit peu avant, du coup, c'est qu'il existe plusieurs futharks. Il y en a beaucoup qui sont étonnés de l'apprendre. Comme je l'ai dit, voilà, il y a le futhark à 24 runes, qui a été utilisé jusqu'au 8e siècle. Ensuite, il y a le futhark à 16 runes. Un peu plus tard, à partir de la christianisation, il y a eu le futhark médiéval, du coup, qui est un peu dans la continuité du futhark à 16 runes. Il y a le futhark anglo-saxon, 33 runes. Les runes du Hälsingland aussi, il y a. Donc, voilà, il y a plein de variétés.
en fonction de la zone géographique et en fonction de la période. Voilà, mais il est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de runes divinatoires, effectivement, on utilise plus couramment le Futhark à 24 runes, parce que c'est le premier Futhark qui a démarré, jusqu'à preuve du contraire. Ah oui, et je précise, parce que je suis commerçante et donc du coup des fois on me demande des runes que je ne connais pas, et les runes de sorcières en font partie. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, c'est un truc de Wicca. Donc non, les runes de sorcières ne sont pas des runes. En fait, je crois que c'est une combinaison de plein de symboles pris à plein de civilisations qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et qui ont été regroupés. Alors le 5e point, je vous ai dit que cette vidéo parlait de runes divinatoires, mais les runes ne sont pas uniquement divinatoires. On a retrouvé des centaines et des centaines de runestones, donc comme je l'ai dit au début de ma vidéo, qui sont des inscriptions qui ont pour but de rendre hommage à quelqu'un de décédé. Donc généralement ces inscriptions, c'est tout le temps la même chose, c'est un tel a fait telle chose dans sa vie et est mort de telle façon. Donc voilà. Du coup, ouais, c'était vraiment une écriture, c'était pas uniquement divinatoire, et elle s'était pas utilisées non plus uniquement pour la voyance. On pouvait les utiliser pour jeter un sort par exemple, on peut les utiliser pour faire de la méditation, moi c'est ce que je fais très souvent. Il y a donc vraiment plusieurs façons de travailler avec les runes. Le 5e point, qui me paraît très important, il n'y a pas de runes blanches. Franchement, j'ai fait une vidéo là-dessus et l'auteur Aldan Rekierson a fait aussi une vidéo là-dessus sur cette rune blanche, et pourtant ça continue l'erreur continue de persister, et je suis sûre que si on cherche bien sur YouTube il doit y avoir d'autres vidéos sur cette rune blanche. Mais non, la rune blanche, pour la énième fois, a été inventée par l'auteur Ralph Blum au XXe siècle, et du coup n'a pas de fondement historique. Et alors elle a appelé en plus, elle a plusieurs noms, soit c'est le Weird, soit c'est la rune d'Odin, soit, qu'est-ce que j'ai entendu, soit c'est le Verbe. En fait, il y en a qui la considèrent juste comme un joker. En fait, elle a vraiment pas de raison. Enfin, je vais pas refaire ma vidéo que j'ai déjà faite sur la rune blanche. Il faut vraiment comprendre qu'elle a aucun fondement historique et qu'elle ne mènera à rien. Elle ne mènera à rien dans les tirages. Alors, il y en a qui argumentent en disant que oui, comme tout le monde, enfin beaucoup de monde utilise la 25e rune, ça a créé un égrégore et que du coup, elle est devenue légitime. Bah non, moi j'y crois pas du tout à ça. Enfin, c'est pas parce que beaucoup de monde fait la même erreur que ça devient légitime. C'est comme ça. Il y a des choses. Pourtant, je suis très très tolérante au niveau des runes et même des fondements historiques, de la tradition et tout ça. Je suis vraiment très tolérante. Mais la 25e rune, non, c'est pas possible. 7e point. Que l'on retrouve avec, souvent avec l'histoire de la rune blanche, c'est que les runes n'ont pas de sens. Si on les tire à l'endroit ou à l'envers, en fait, elles vont pas. Si on la tire à l'envers, elle va pas être mauvaise. Les runes sont neutres déjà de base. Elles sont ce que l'on veut en faire. Mais non, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. C'est, je sais pas. Je vous invite à lire le livre de Galdar Séchador, La Voix des 24 runes. Dans son premier tome, il explique bien le fait que non, elles n'ont pas de sens. C'est pas pareil que la 25e rune. Il n'y a pas de fondement historique là-dessus, il n'y a pas de fondement dans la tradition. Et c'est vraiment quelque chose que l'on s'est inventé, je pense, dans le courant du XXe siècle. Et je pense que cette idée de à l'endroit, à l'envers, bien, mal, finalement je pense que c'est quelque chose qui est ancré dans la société et qui vient du christianisme, sans vouloir tout remettre sur leur dos. Je pense que vraiment cette idée de à l'endroit c'est bien, à l'envers c'est mal, putain, c'est vraiment une idée qui n'est pas du tout païenne en fait. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'il n'y a vraiment pas de à l'endroit et à l'envers pour les runes. 8e point.
c'est qu'il ne suffit pas d'apprendre la signification des runes par cœur pour pouvoir tirer ou connaître les runes. Ça paraît con comme ça, mais j'ai lu un article vraiment sur les runes qui disait que si on oubliait la signification de telle ou telle rune, c'est pas grave, on avait la petite notice avec et on pouvait se remettre à la notice pour tout comprendre sur les mystères des runes. Non, ça se passe pas comme ça. En fait, il n'y a aucun livre qui... il n'y a aucun livre qui vous apprendront la connaissance entière des runes. Ça se fait vraiment par l'expérience. Alors comme ça, je sais que c'est facile à dire, hein, ça se fait par l'expérience. Ça se fait en passant du temps avec chacune des runes. C'est un chemin initiatique, donc de Féou à Odal ou à Dagaz. C'est un chemin qu'il faut faire, qu'il faut vivre, qui prend du temps. Et donc non, il ne suffit pas de lire un manuel sur les runes, même si c'est un très bon manuel, hein, il ne suffit pas de le lire pour tout connaître sur les runes. 9e et dernier point. Un oiseau qui essaye de communiquer. Donc, je voulais parler de la rune Odal, qui n'est pas la rune d'Odin. Je sais pas pourquoi, pareil, tout le monde dit que Odal, enfin, beaucoup de monde dit que Odal c'est la rune d'Odin, juste parce que Odin ça commence par un O. Bon, soit. En fait, non, la rune qui est la plus appropriée, la plus identifiée à Odin, c'est Anzouz. Qui représente Odin et qui représente les As en général. Et Odal, non. J'ai remarqué que Odal c'était vraiment la rune préférée par tous les passionnés de Vikings. Et c'est paradoxal hein, du coup parce que comme je l'ai dit au début, les Vikings utilisaient plutôt le Futhark récent dans lequel il n'y a pas Odal. Voilà. Et je sais pas pourquoi cette erreur est très très courante. Alors oui, il y a des aspects d'Odin qui peuvent convenir à Odal, bien sûr, je dis pas le contraire, mais il faut arrêter de vraiment identifier Odal comme la rune de Odin, parce que ce n'est pas le cas. Odal, c'est la rune, pour grossir un peu, de la propriété et des ancêtres. Et donc non, du coup, voilà, elle a vraiment d'autres significations qui correspondent pas vraiment à Odin en lui-même. Et du coup maintenant je voudrais un petit peu parler des runologues que l'on trouve sur internet et qui font payer leurs prestations. Alors personnellement d'ailleurs au niveau du mot runologue, moi j'emploierais plutôt le terme de runomancie quand on parle de divination avec les runes. Mais bon, je vais pas chipoter sur les mots runologue, runiste, runomancie, enfin runomancien. Voilà, on comprend le sens. Il faut vraiment faire la différence avec les runologues qui étudient vraiment les inscriptions runiques, comme, je sais pas, Alain Maré, Régis Boyer, François-Xavier Dillman. Voilà, ça c'est un autre type de runologue. Enfin, les universitaires vraiment et les historiens, c'est un autre domaine, bien que un runomancien du coup qui ferait payer ses prestations pour ses tirages de runes, selon moi doit être vraiment aussi très très calé dans la runologie au sens vraiment étude des inscriptions runiques. D'ailleurs ça fait partie pour moi des critères qu'un professionnel runologue devrait avoir. Parce que voilà, on me demande souvent comment reconnaître un runologue sérieux. Et du coup, un des premiers critères, c'est que le gars ou la fille ne doit pas uniquement connaître la signification des runes par cœur. Il faut qu'elle en sache un petit peu, un minimum quand même, sur l'histoire des runes. Alors oui, dans tous les manuels des runes, on trouve, généralement c'est pareil, les manuels des runes, vous avez première partie, l'origine des runes, leur histoire, donc origine historique et mythologique. Ensuite vous avez la signification des runes et à la fin vous avez des conseils de tirage. Ok, ça tout le monde peut le faire, tout le monde peut le lire, tout le monde peut l'écrire. Un runologue vraiment sérieux, il doit en savoir un peu plus. Déjà il doit connaître les inscriptions runiques, même si c'est pas des runes divinatoires. Quand on s'intéresse à une écriture, faut pas s'intéresser. Enfin, quand on s'intéresse à des symboles, il ne faut pas s'intéresser uniquement à un aspect de ces symboles. Il faut vraiment avoir une vision globale.
et connaître même ce qui ne touche pas forcément à la divination, mais ce qui touche aux runes. L'Anthologie runique d'Alain Maré, je trouve que c'est un excellent livre qui récapitule toutes les inscriptions runiques, donc c'est absolument pas divinatoire, c'est vraiment historique. Et c'est un excellent livre, voilà, que je conseille par exemple à tous les runistes qui veulent approfondir la chose. Un autre point, c'est un petit détail. Pour moi, les runes, ça se fabrique soi-même. Du coup, franchement, un runiste ou un runologue qui va tirer les runes avec des runes qu'il a achetées, moi je le sentirais plutôt moyen. Faut dire que, alors je suis commerçante, je suis à la fois artisan et revendeuse. Et donc en fait, toutes les runes, toutes sans exception, hein, que l'on trouve dans le commerce, je sais très bien d'où ça vient. Ça vient des usines chinoises. Que ce soit des runes en améthyste, en quartz, en bois, ou peu importe la matière, toutes les runes vraiment que vous allez trouver dans le commerce, ça vient des usines chinoises. Voilà. Bon, vous avez l'info, vous en faites ce que vous en voulez. Voilà. C'est pour ça que, quitte à acheter des runes, vous pouvez plutôt favoriser quand même un artisan qui sait ce qu'il fait. Voilà. Et qui mettra plus de conviction dans la fabrication des runes plutôt que les petites mains chinoises. Enfin, voilà. Donc pour moi c'est quand même un critère qui rentre en compte finalement, la fabrication soi-même de runes. Et puis même voilà, il y a quand même tout un rituel autour de la fabrication des runes, c'est voilà, quand même assez important, donc essayez quand même de choisir quelqu'un qui les fabrique soi-même. Un autre critère dont il faut parler, parce que c'est important d'en parler quand même, ça peut paraître... alors il y en a qui vont pas être d'accord avec moi peut-être, et c'est même sûr, mais il n'y a pas de problème, je suis prête à recevoir vos petits pouces à l'envers. Pour moi, pour tirer les runes, il faut être païen. Il faut, je dis ça parce que, putain, hier, j'ai vu sur Instagram un runologue, enfin pas un runologue, un voyant touche à tout, très sincère, hein, franchement ça je ne doute pas sur son honnêteté, mais il faisait la promotion donc dans ses stories. Donc première story, on avait soin magnétisme avec les archanges, ok. Story suivante, tirage de runes. Bah non en fait, pour moi ça marche pas. Il y a, les runes sont quand même associées à une tradition. Et pour pouvoir, au bout d'un moment, pour pouvoir vraiment les tirer et les comprendre, il faut y croire. Enfin, il faut croire quand même au message qu'elle nous raconte. Je veux dire, les 9 mondes de la mythologie nordique, si on ne croit pas en leur existence, je me comprends là-dessus, si on n'y croit pas, ces 9 mondes, bah, ça sert à rien d'essayer de véhiculer un message. Au bout d'un moment, voilà, il faut être dans le truc, quoi. Si on n'y croit pas, si on croit pas en Tyr, en Odin, en Thor, enfin et en tout, en Zaz et tout ça, si on n'est pas convaincu par cette religion, parce que ça en est une, je vois pas comment on peut comprendre vraiment le message des runes. C'est voilà. Je sais que pas tout le monde va être d'accord avec moi, mais il y en a qui... Je pense aux Wiccans. Les Wiccans, c'est assez particulier. Franchement, je vous adore les Wiccans. Vous avez une religion qui est tout à fait honorable. Mais je sais pas, il y a quelque chose, moi, qui me gêne quand... je pensais pas forcément la même chose il y a un an. Mais... voilà. Là je parle vraiment pour celui qui fait payer ses prestations. Après quand on veut se lancer dans les runes, qu'on est tout seul, qu'on fait ça pour soi, il n'y a pas de problème, hein, vous faites ce que vous voulez. Mais vraiment, je parle vraiment des professionnels qui font payer. Je pense que on peut pas être voyant touche à tout et tirer les runes. Pour moi c'est pas possible. Il faut vraiment être spécialisé là-dedans, il faut être dans l'univers. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je sais qu'il y en a... je sais que les Wiccans vont pas être d'accord avec moi, mais pour moi c'est vraiment essentiel de pas forcément Azathoir, parce que pour moi c'est pas la seule religion en lien avec la tradition nordique. Mais faut quand même croire un minimum en tous ces messages
que véhicule la tradition nordique. Et du coup, je vais terminer sur le point historique. J'en ai déjà parlé au tout début, mais j'ai oublié de parler aussi des choses à savoir, par exemple l'histoire de la runologie en elle-même. Je pense que il y en a beaucoup qui passent à côté. Je pense qu'un mathématicien, il va connaître un peu les grands noms des mathématiciens dans l'histoire. Pareil, c'est pareil pour la runologie. Je pense que quelqu'un qui fait payer ses prestations, il doit un peu connaître l'histoire de la runologie, en quelle année ça a commencé, quel est le nom du premier runologue, enfin les évolutions des travaux des runologues et tout ça. Je pense que c'est même pas important, c'est nécessaire vraiment pour être dans son domaine, quoi, pour pouvoir dire ok, déjà que franchement les runistes qui utilisent les runes divinatoires, on est assez mal vu par les historiens. Alors faut qu'on soit un peu sérieux quand même dans nos recherches et que on puisse parler des runes sans parler de runes divinatoires, qu'on puisse quand même dire deux trois choses et aussi qu'on puisse connaître le sujet sur le bout des doigts. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. C'est pour ça que les voyants touchent à tout. Du coup, moi je trouve que ils connaissent beaucoup de choses, mais du coup ils connaissent rien. Et en tout cas pour les runes c'est le cas. Et je dis pas ça par jugement. Je dis ça vraiment parce que je l'ai vu de mes de mes propres yeux. Hein. Je suis plusieurs voyants sur les réseaux sociaux et c'est vraiment une constatation. Et en discutant vraiment avec eux, on se rend compte que ok, ils ont lu 3 livres sur les runes, des bons livres, des fois, ça arrive, il en existe, mais ça va pas au-delà, et c'est vraiment dommage. Voilà, enfin, je pense que vous m'avez compris là-dessus. C'est vrai que j'ai un peu du mal des fois à trouver les mots là-dessus. Du coup, comment reconnaître un runologue sérieux? Je sais pas, enfin, poser des questions. Discuter avec lui, je sais pas, demandez-lui par exemple pourquoi y a-t-il un cerf sur le toit de la Valhall, et s'il vous répond une réponse qui est différente que celle qui a marqué sur Wikipédia, peut-être qu'il connaît bien son sujet, voilà. Ou demandez-lui tout simplement le nom du tout premier runologue et puis on verra ce qu'il répond. Voilà. Sur ce, je crois que cette vidéo est assez longue comme ça. Et je pensais que la vidéo allait faire que 2 minutes, en fait non, pas du tout. J'ai tenté le coup en plus cette fois de vous parler sans texte préparé à l'avance. Du coup voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et vous pouvez me rejoindre sur mon compte Instagram ou sur mon Facebook. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Mm-hmm.